Yeah! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous parlerons des Américains qui ne digèrent visiblement pas leur défaite en Ryder Cup. Et nous parlerons également de l'actu des différents circuits. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius, Martin Coulon, Benjamin Cadieux du Journal du golf. Salut messieurs. Salut JP. Ouais, salut. Salut JP. Alors Benjamin, vous êtes un peu absent, encore la gueule de bois de cette Ryder Cup, on a du mal à redescendre de notre petit nuage. Ouais, on a tous du mal à revenir à la réalité, même si la Ryder elle a quand même été bien concrète pendant une semaine. C'est dur de se dire que ça n'arrivera peut-être plus de notre vivant, quoique d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Est-ce que le golf national a un avenir comme le Belfry à accueillir plusieurs fois la Ryder Cup? Ça serait chouette. À rentrer dans la rotation de la Ryder, ouais, même s'il n'y en a pas vraiment. Ouais, on serait tous prêts à remettre 3-4 euros par an pendant quelques années sur nos licences pour revivre ça en tout cas. Et j'espère surtout qu'on posera un peu nos conditions par rapport à la première fois. Martin, un peu la gueule de bois. Maintenant, on attend quoi? On attend l'Open de France, c'est ça? Qu'est-ce qu'on attend? Ne fais pas plus déprimer que ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Même si j'adore ce tournoi qui est l'Open de France et que c'est un très beau tournoi. Ouais, non, évidemment, c'est pas une gueule de bois, c'est une descente totale en mode. Bah surtout qu'on l'attendait depuis quasiment 5-6 ans, quoi. Depuis 2011, où on avait obtenu cette compète-là et depuis, ouais, c'est presque depuis les 6 derniers mois qu'on attend vraiment à bloc et que ça devenait de plus en plus concret et ça l'est devenu vraiment pour nous depuis ces 2-3 derniers mois et là de ne presque entre guillemets plus avoir grand-chose à faire et à penser à autre chose et trouver d'autres défis et d'autres moments aussi forts, aussi puissants, aussi beaux parce que c'était juste beau quoi. Bah, ça va être compliqué quoi. C'est vrai qu'il y a les JO en 2024 au national. Ce sera différent, notre délire, beaucoup moins de monde, mais ça peut être très chouette. Beaucoup aussi. moins de monde, on n'en sait rien, on se doute forcément. Mais... moins de monde. Tu les as entendus les grillons dans ma tête là? Non, il y aura peut-être plus. du monde, mais il y aura moins de monde, ça c'est sûr. Et puis ce ne sera pas du match play. Ouais, en tout cas, ceux qui l'ont encore mauvaise, hein, c'est les Américains. Hein. C'est un peu comme les Belges en football. Hein, ils ont un peu le seum. C'est ricain. Et d'ailleurs, les joueurs américains ont lancé des premiers tirs, notamment Patrick Reed auprès de Jim Furyk et notamment de Jordan Spieth dès la fin de la compétition. Mais ils ont vraiment la défaite évidemment amère parce que c'est jamais agréable de perdre, mais je les trouve vraiment pas très très classe en fait dans la façon dont les choses sortent. Bon, évidemment, quand on perd, c'est parce qu'il n'y a pas eu de cohésion, blablabla. Mais ouais, les sorties de Reed, les sorties de Fury qui se fait déchirer la tronche un peu de façon un peu moche parce que moi je trouve que c'est un capitaine qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait cette semaine-là, à savoir des joueurs qui n'étaient pas forcément spécialement en forme pour ceux qu'on attendait, en genre Tiger ou Mickelson, et puis une mésentente dans le vestiaire qui était flagrante. Donc le gars il a fait ce qu'il pouvait, lui déchirer la tronche comme ça, je trouve ça vraiment pas très fair. Alors Martin, on va justement appeler Sébastien Audou pour en discuter. On le rappelle, hein, Sébastien Audou, il commentait sur Canal+ il y a quelques années. Il était chroniqueur à Journal du Golf. Spécialiste du PGA Tour. On l'appelait même The Bible pour les connaisseurs. Et voilà, il connaissait plein de stats. Et on va le joindre tout de suite. Il est évidemment fan des joueurs américains et de l'équipe américaine et du PGA Tour. Il va nous donner son avis sur la question, Sébastien. Sébastien, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien. Alors Martin nous le disait justement, il notait lui dans cette défaite américaine le manque d'ambiance dans l'équipe. Est-ce que c'est votre avis aussi? Ça peut expliquer cette défaite ou alors c'est totalement autre chose pour vous? Le manque d'ambiance dans l'équipe, oui, c'est vrai. Moi je pense que le principal problème américain, et il est assez récurrent, c'est le manque d'intérêt qu'ils ont pour la Ryder Cup versus les Européens. Qu'on voyait Molinari qui dit que c'est le plus bel événement qu'on puisse jouer. Je pense qu'il n'y a pas un seul Américain qui pense ça. En tout cas, un Américain après quelques années de carrière. On voit que souvent les Américains, lorsqu'ils arrivent sur le tour, que leur carrière amateur est encore récente, ils adorent la Ryder Cup. Il suffit de se souvenir de Bubba qui en 2010, lorsqu'il perd le PGA en playoff à Whistling Straits, il est ravi parce qu'en fait, malgré la défaite en playoff, il se qualifie pour la Ryder Cup. On se souvient de l'enthousiasme de Fowler
à sa première Ryder Cup la même année d'ailleurs aussi. Ou même Billy Horschel qui avait dit quand il gagne la FedEx Cup qu'il était un peu dégoûté de ne pas être en rider. Même Thomas. Hein, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, Bubba Watson, depuis qu'il a 2 vestes vertes dans le placard, il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup. Ricky Fowler, depuis qu'il a brillé dans plein de grands tournois, depuis qu'il a gagné le Players, il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup. Et je crois que la grosse différence, elle est là. Ça s'atténue un peu côté américain lorsqu'ils sont chez eux, parce qu'en fait là c'est le patriotisme exacerbé et notamment du public qui prend le dessus et qui leur donne la motivation d'aller gagner ce tournoi. Mais effectivement, lorsqu'ils sont en Europe, ça les bouleverse pas. D'autant que, en plus, dans l'équipe, ils ont aussi quelques joueurs qui, de toute façon, seront bouleversés par assez peu de choses. Hein. Je pense notamment à Johnson et Koepka. Koepka, il gagne le PGA, on a l'impression que qu'il vient de s'arrêter à une station-service sur la route des vacances. Donc bon, voilà, ça c'est déjà des joueurs chez qui même une victoire en majeur n'a pas l'air de les bouleverser beaucoup. Donc la Ryder Cup, effectivement, à mon avis, donc l'avenir au terme d'une longue saison. L'avenir des Européens chez eux sur leur sol est assuré, alors à vous écouter Sébastien. La victoire. Oui, la preuve c'est que là ils ont assez largement dominé une équipe qui était pourtant sur le papier très forte. Alors bon, historiquement en Ryder Cup, quasiment à chaque édition, les Américains étaient plus forts sur le papier et il y a eu des grosses défaites à la clé et pas uniquement cette année. Donc oui, je pense que s'ils n'ont pas gagné depuis si longtemps en Europe, c'est en partie pour cette raison. Après, il y a d'autres raisons plus précises, plus objectives, notamment le parcours. Il y a les très bonnes datas que j'ai un peu diffusées là de 15 Club qui ont bossé pour l'European Tour, qui montrent que le golf national cette année rater le fairway était beaucoup plus pénalisant, beaucoup plus que dans n'importe quel tournoi du PGA Tour. Sébastien, je vous coupe parce que Benjamin a une question. Il fait la moue un peu. Benjamin. Non, je voulais juste pas parler du parcours, c'était du calendrier du PGA Tour. C'est comment les Américains peuvent arriver frais à une Ryder Cup après une nuit dans l'avion, le décalage horaire, etc. Quand on vient de jouer la FedEx Cup et pour $10 millions pendant 4 semaines. Et en l'occurrence, le calendrier va changer dès cette année, dès 2019, le Tour Championship, donc le circuit américain. Mais pour la Ryder, ça a en vue d'une d'aménager le... Non. Pas du tout. Non, ça n'a aucun rapport. Le PGA Tour s'en fout complètement. Voilà, en tout cas, le Tour Championship s'achèvera fin août. Et donc ça laissera 3 semaines aux joueurs pour se reposer et arriver à la Ryder Cup dans un état de fraîcheur bien meilleur que celui de Woods en l'occurrence à la Ryder Cup. Alors Sébastien, continuez sur ces stats qui étaient très intéressantes sur justement le golf national. Bah oui, on voit que si on compare le golf national à tous les tournois réguliers du PGA Tour, alors c'est hors majeur, on voit que le golf national, rater le fairway était beaucoup plus pénalisant que dans n'importe quel autre tournoi du PGA Tour. On le sait, c'est pas franchement une surprise de ce que je dis, mais ça a évidemment joué, d'autant que le parcours a été parfaitement préparé, comme l'a dit très justement Mickelson, pour favoriser les Européens qui étaient sans doute moins puissants, mais plus précis que les Américains. Même si quand même, les Américains ont déjoué même à ce niveau-là, que Mickelson rate beaucoup de fairway, certes. Maintenant, quand on a un mec comme Brooks Koepka qui gagne 2 US Open, enfin, je crois qu'à Shinnecock, c'était assez pénalisant aussi de rater le fairway, ça l'a pas empêché de gagner. Donc il y a quand même, il y a le parcours et il y a aussi des Américains qui, même si je dirais le setup du parcours et le parcours en général ne les avantageaient pas, ont en plus déjoué par rapport à leur niveau habituel. Donc quand vous avez le setup qui vous convient pas exactement et qu'en plus vous jouez plus mal que d'habitude, ça donne le résultat qu'on a vu, à savoir une domination côté européen. Martin, une réaction? Ouais, Seb, moi c'était une question justement par rapport à ce parcours qui évidemment a été le 14, le 15e, le 16e homme, on sait même plus tellement il a joué son rôle dans cette Ryder Cup côté européen en tout cas. Tu parlais de Phil Mickelson et Mickelson qui a fait une sortie un peu un peu à la Mickelson la semaine d'après sur le PGA Tour. C'était une perte de temps pour son âge de jouer dans des roughs comme ça. De jouer sur des parcours avec des roughs comme ça, c'était une perte de temps pour lui et il disait concrètement que voilà, c'est pas. Il a pourtant joué l'US Open. C'est pas le style de golf qu'il aime développer. Moi, ça me fait halluciner d'entendre des joueurs de ce calibre-là dire ce genre de bêtises absolues, parce que pour moi c'est une énorme bêtise. Pour moi c'est des joueurs qui sont d'absolus joueurs de golf. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu as trouvé ça débile? Et surtout Martin, une parenthèse, c'est que Mickelson était venu repérer le national. Voilà, il savait quoi s'attendre au mois de juillet.
Moi, j'ai plusieurs réactions par rapport à Mickelson. Je l'ai un peu défendu. D'une, parce qu'on est quand même content d'avoir des joueurs comme ça qui s'expriment avec une telle franchise auprès des médias. Et ça, je pense que déjà, on peut que s'en réjouir. Ça nous évitera la langue de bois. C'était un joli parcours, très agréable à jouer. C'est ce qu'il disait en début de semaine de Ryder, d'ailleurs. Voilà. Très franc, parfait. Donc, premier truc. Qu'il ait pas envie de jouer ça à son âge, oui, il a envie de moins jouer, voilà, bon, il a une période de sa carrière où, voilà, ça c'est un truc purement personnel. Après, là où il a un petit argument, je dirais, c'est peut-être sur la notion de jouabilité. C'est un truc qu'on a beaucoup reproché à l'US Open pour le coup par le passé, où quand vous êtes dans le rough, de toute façon vous n'avez pas de shot, c'est pas que vous êtes pénalisé, c'est qu'en fait il y a qu'un seul shot à faire. Donc en fait soit vous êtes sur le fairway, soit vous ratez le fairway et vous n'avez pas de shot. Pendant longtemps l'US Open c'était ça, et on avait des vainqueurs du US Open comme Corey Pavin, Lee Jansen, voilà, des joueurs qui, malgré toute leur qualité, ne faisaient pas fondamentalement rêver. Et bizarrement, pas de Phil Mickelson. Ouais, il a fait 6 ou 7 fois deuxième quand même. 6 fois deuxième. Voilà, mais alors on peut se poser la question, pourquoi Mickelson a accepté cette wildcard, pourquoi il n'a pas appelé Furyk et a dit bon bah écoute là ce parcours il n'est pas pour moi, prends quelqu'un d'autre? Parce que je pense que Mickelson est conscient de sa valeur, y compris de sa valeur marchande. Je pense que pour la PGA of America, pour NBC, c'était hyper important d'avoir Mickelson et Woods dans l'équipe. Donc c'est que du business en fait à ce niveau-là. C'est une partie de business et Mickelson il en est parfaitement conscient. Et dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'on a beaucoup dit pourquoi Mickelson ne refuse pas la wildcard. Parce que ça me semble hyper difficile de le faire. Et puis attention, ok. Moi, je veux bien qu'on dise effectivement Mickelson, le setup, c'est pas exactement fait pour lui. Mais enfin, Mickelson, il gagne un championnat du monde cette année. Il fait, je sais plus combien de top 10 cette année, de top 25. En gros, c'est une fausse excuse, quoi. C'est une bonne saison. Et c'est un pur joueur de golf. C'est un pur joueur de golf qui sait s'adapter aux conditions de jeu qu'on lui offre. Et il est au courant de ces conditions de jeu-là. C'est ça qui m'a. Oui, mais Mickelson n'a jamais été un driver précis. Ah oui, d'accord. Et à partir de là, là où il a un argument, c'est que quand effectivement il y a globalement un shot possible depuis le rough, évidemment lui il est fortement pénalisé. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne jamais quitter le fairway. Et après, si vous voulez, c'est deux oppositions, c'est-à-dire que c'est le setup parfait pour favoriser les Européens, pas forcément pour favoriser le spectacle, mais le résultat est là, les Européens ont gagné, et je crois que côté équipe européenne, côté organisation European Tour, personne ne va regretter d'avoir fait ce setup-là. Après, c'est le jeu aussi, c'est le capitaine européen qui choisit le setup du parcours. Benjamin. Exactement, à Medina, il n'y avait pas du tout de rough, et bon, ça n'a pas empêché les Européens de remonter le dernier jour. Marno, pardon. Ce qu'il faut rappeler, c'est que surtout que Phil Mickelson est arrivé cramé à la Ryder Cup, il a joué 8 fois en 9 semaines, il n'a pas arrêté depuis le British Open. Mais ça, effectivement, c'est un gros souci. Surtout quand on a 48 ans et qu'on arrive avec un état de forme très, très faible. Seb, quand même, on a l'impression que les Américains, l'année dernière, ils se sont baladés en President's Cup et ça fait un an qu'ils disaient on va faire la même chose en Ryder Cup. Toute la presse, tout le monde les voyait gros comme une maison, certains autour de cette table aussi. Et puis là, une fois que ça se passe pas bien, ça y est, tout à coup, ça les intéresse plus, la Ryder Cup. Enfin, les déclarations avaient quand même pas mal changé depuis 2 ans. Mickelson, quand il prend la parole face à Tom Watson pour la task force et qui détruit Tom Watson en conférence de presse, on avait quand même l'impression que les Américains avaient changé, qu'ils accordaient de l'importance à la Ryder Cup. Et là, on a l'impression que maintenant que c'est perdu, ça y est, ouais, c'est pas grave. À domicile, la Ryder à domicile. Non, moi je pense qu'ils attachent de l'importance à la Ryder Cup lors de la cérémonie de clôture, lorsqu'ils ont gagné la Ryder Cup à domicile. Voilà, c'est le seul moment où ils attachent une importance très importante à la Ryder Cup. Voilà. Après, ils vont pas dire pendant 2 ans avant. De toute façon, on s'en fout. C'est une épreuve exhibition, comme l'avait dit McIlroy d'ailleurs il y a quelques années. Il s'en était excusé. Il est bien revenu là-dessus. Mais voilà. Enfin, je pense que c'est c'est une problématique culturelle. Nous, on aimerait en tant qu'Européens que les Américains aiment autant la Ryder Cup que nous, parce que ça valorisera encore plus la victoire qu'on a face à eux. Mais on n'a pas à attendre ça de leur part, tant pis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des très belles Ryder Cup. Ils sont quand même un peu hypocrites parce que ça fait 2 ans où, après leur task force, qu'ils ont changé, qu'ils s'y intéressent. Jordan Spieth, Patrick Reed, Justin Thomas, ils disent tous la Ryder. 2014.
2014 quoi, Benjamin. La Task Force. La Task Force. Voilà, Après mais, la Ryder Cup Cup il y a 2014. il y a 2 ans, ils disaient que ça avait changé. L'année dernière, ils gagnent la President's Cup et ils disent bon ben voilà. Mais ils gagnent toujours la President's Cup en fait. Donc, oui, mais ils s'attendaient quand même et ils disaient qu'ils allaient aussi gagner la Ryder Cup dans la foulée. Et on a l'impression qu'une fois qu'ils ont perdu, c'est mauvais perdant, un peu comme la Belgique en foot après avoir perdu contre les Français. Mais c'est vrai, mais d'ailleurs, Phil Flynn a écrit un très bon papier là-dessus pour dire que l'une des qualités qu'ils n'avaient pas par rapport aux Européens, c'était d'être plus gracieux dans la défaite. Après, ça n'a pas empêché quelques Européens de se plaindre, notamment du public, voilà. Mais il a raison. C'est vrai que voilà. Après, c'est pas. Enfin, je veux dire. Plus les Américains gagnent, plus ils aiment une épreuve, et moins ils la gagnent. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était un des grands débats, de dire attention, si les Américains gagnent pas, s'ils en gagnent pas une au moins dans les prochaines années, ils vont vraiment s'en désintéresser, ça va devenir un gros problème. Moi j'ai du mal à le croire ça. Moi je pense que quand même quand il y a le miracle de Medina et des choses comme ça, quand ils perdent à la maison, peut-être que quand ils perdent après c'est comme le dit Sébastien, c'est parce que chez eux, c'est chez eux. Voilà. Donc Medina, ça leur a fait plus mal qu'ailleurs et c'est ce qui a déclenché effectivement une remise en question, un changement de la façon de sélectionner les joueurs. Après des gens ont émis 1000 idées. Est-ce qu'il fallait plutôt sélectionner des mecs comme Keegan Bradley, plus en forme mais aussi plus précis, et aussi une purge pour les Européens, on le sait, parce que des waggles interminables qui agacent tout le monde, voilà. Est-ce qu'ils font un vrai sélectionneur plutôt que des sélections automatiques? On a émis 1000 idées. Moi, je pense qu'il y avait des très bons joueurs côté américain. Il se trouve que cette semaine-là, ils ont mal joué pour plein de raisons. Le setup du parcours, effectivement, je suis d'accord avec Benjamin, les mecs sont cramés. Jouer 4 tournois de ce niveau-là en fin de saison, alors qu'on a déjà eu une longue saison de majeur, etc., ça crame complètement. Vous avez plus d'influx. Il y avait 6 Européens quand même en face aussi. C'était pas 100% des Américains et 0% des Européens quand même. Non, mais c'est vrai. Mais honnêtement, si vous regardez, il y avait eu des négos pour voilà. Enfin, en 2008 déjà, c'était au milieu de la FedEx Cup, la Ryder Cup. C'était avant le Tour Championship. Ils avaient gagné. Et sinon, après déjà quand c'est aux États-Unis, il n'y a pas le décalage horaire, c'est plus facile. Mais effectivement, la FedEx Cup, c'est un autre problème. Après, avant, ils avaient un autre problème, c'est que après le PGA, ils étaient quasiment tous en vacances. Et de toute façon, là, ils avaient l'autre problème, c'est qu'ils arrivaient pour la plupart hyper froids. En gros, ça va jamais quoi pour les Américains. C'est aussi parce que voilà. Enfin, je veux dire. Ils se préparent pas pour la Ryder Cup comme ils se préparent pour un majeur. Enfin, je veux dire, eux, ils mettent une croix sur le calendrier qui est autour des 4 majeurs, éventuellement un peu de la FedEx et du Players. Et le reste, c'est déjà un peu accessoire. Et personne se dit, ouh là là, attention, fin septembre, il y a la Ryder Cup. En tout cas, côté américain. Enfin, moi, je trouve que Seb, quand même, on a quand même entendu pas mal de déclarations où il disait la Ryder Cup, ça compte, la Ryder Cup, on veut la gagner, la Ryder Cup, on veut aller la gagner là-bas. Donc tout ça, c'était pour les journalistes, c'était langue de bois. Oui, mais c'est un peu, oui, évidemment, je les vois pas dire l'inverse. Je vois pas Justin Thomas venir en conf de presse et dire, vous savez, depuis que j'ai gagné le PGA, franchement, au début, ça me rappelait des bons souvenirs de mes années amateurs. Maintenant, la Ryder Cup, je m'en fous. D'ailleurs, je pense pas du tout que ce soit celui qui s'en foute le plus. D'ailleurs, c'est le seul qui est défendu un peu Furyk en disant que c'était la faute des joueurs s'ils avaient perdu cette Ryder. Ouais, non, Fino l'a dit aussi. On a moins bien joué que les Américains, voilà. Que les Européens. Mais c'est vrai. Enfin, il y a un moment, le problème, c'est que dans la défaite, à chaque fois, on remet en cause les wildcards. C'était le cas à Hazeltine. On avait dit mais pourquoi ils ont sélectionné tel et tel Européen. Là, franchement, Compion prend Garcia, tout le monde se dit, mais pourquoi? Et puis finalement, il fait une bonne rider. Mickelson, il est quand même pas, Mickelson, il est quand même pas très loin à un moment de faire une belle remontée sur Molinari. À ce moment-là, potentiellement, les Américains gagnent les 6 premiers matchs et potentiellement, l'issue est, c'est du sport de très très haut niveau. Ça se joue quand même à pas grand-chose au final, et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et après, évidemment, c'est notre boulot et on vit avec ça de suranalyser les victoires et les défaites. Mais effectivement, à la fin, il y a des Européens qui ont très bien joué, qui étaient surmotivés, et il y a des Américains qui ont sous-performé par rapport à leur niveau actuel. Mais c'est globalement toujours comme ça que ça se passe. À Hazeltine, les Européens, certains n'étaient pas fondamentalement à leur niveau. Et là où c'est génial, c'est quand tout le monde est plus ou moins à son meilleur niveau, comme à Medina, où franchement, pendant 2 jours, les Américains sont en tête, mais c'est parce qu'ils survolent avec un niveau de jeu phénoménal, alors que pourtant les Européens jouent très bien. Voilà, là c'est le top du top et c'est ce qu'on a envie de voir, mais malheureusement dans le sport il y a souvent quelqu'un qui surperforme et quelqu'un qui sous-performe un peu et les deux sont souvent liés en fait.
Allez, rendez-vous en tout cas en 2020. On parle déjà des futurs capitaines possibles, notamment pour l'équipe américaine. On parle de Fred Couples ou de Steve Stricker, des choix logiques selon vous, messieurs, Arnaud, Sébastien. Stricker, oui, Stricker, il traîne quand même. Il est impliqué aussi bien en President's Cup qu'en Ryder Cup. Il est très copain avec tout le monde. C'est un joueur hyper respecté. Trois participations en Ryder et 2 fois vice-capitaine en Ryder, Steve Stricker. Voilà, donc il est très bien. Il est encore. Ce que la PGA of America a souvent privilégié, c'est des joueurs. Qui arrivent vers les seniors, mais qui sont encore tout proches de leurs belles années, on va dire. Couples, ça fait déjà quelques années qu'il a un peu quitté le circuit PGA Tour. Donc il est un peu moins, je dirais, dans le moule des capitaines tels qu'ils ont été sélectionnés. Sauf Tom Watson qui avait été un peu le test voulu par Ted Bishop, surtout le président de l'époque de la PGA of America et très controversé président de la PGA of America. Donc Stricker, c'est un peu un no-brainer. Je pense qu'il sera un bon capitaine. Après, c'est comme tout, il sera un bon capitaine s'il gagne la Ryder à Whistling Straits et un très mauvais s'il la perd. Mais Benjamin. Je pense que les Américains seront durs à battre. Ouais, il y a une petite surprise. Je pense que ça sera encore un peu tôt, mais Phil Mickelson a annoncé un calendrier plus léger à l'avenir. Donc, il va commencer à ralentir un peu le rythme et faire que les épreuves qui l'intéressent, comme fait Steve Stricker depuis 5-6 ans. Donc, il faudra quand même garder un tout petit œil sur Phil Mickelson. Phil Mickelson en tant que capitaine, ça on y c'est croit. possible, ouais, c'est possible. Je pense que c'est évidemment trop tôt. Il va encore en faire une. Il va encore en faire une à domicile. Il a dit qu'en Europe, il en jouera probablement pas, mais on va quand même garder un petit œil sur ses premières perfs dans les mois qui viennent. Ouais, il faut pas l'enterrer. Moi, je le crois tout à fait capable de tout gagner des gros tournois en 2020. Il nous l'a montré. On l'a cru fini 10 fois déjà, Mickelson. Donc, méfions-nous quand même. Allez, merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces informations. C'était super intéressant, Seb. Merci beaucoup. Salut. À très bientôt. Allez messieurs, on continue, on parlait des capitaines justement, on disait un côté américain c'était Fred Couples et Steve Stricker, et côté européen on parle de Padraig Harrington ou de Lee Westwood pour succéder à Thomas Bjorn, c'est logique aussi. Pas Westwood, le Westwood il l'a dit, c'est plutôt 2022 lui. Ouais, donc Padraig Harrington, c'est que Padraig Harrington. Grand à 90% Harrington. Et ce sera cool parce que pareil, c'est un joueur ultra respecté qui a déjà énormément évidemment d'expérience en Ryder Cup en tant que joueur. On va pas le souligner une nouvelle fois, mais il est dans l'encadrement de l'équipe et on se rend compte à quel point la façon de faire d'enrôler des vice-capitaines assez tôt, mine de rien, là, le fait de voir des McDowell, des Luke Donald, des Harrington, qui sont au final des vrais relais du capitaine, qui sont sur toutes les parties, qui donnent des renseignements, qui surtout comprennent l'ambiance, comprennent l'esprit qu'on cherche à développer dans une équipe européenne, et qui en gros ils se passent le flambeau, j'ai envie de dire, et c'est criant vraiment depuis 2014 avec McGinley, enfin même depuis 2012 avec Olasabal, même depuis 2010 avec Montgomery, enfin c'est criant. Il y a une sorte de passage de relais, d'une sorte de recette de potion magique entre les capitaines et les vice-capitaines, et moi je trouve ça vraiment cool d'imaginer un Harrington qui est ultra respecté et qui peut faire des trucs top, quoi, qui peut être vraiment cool, quoi. Alors oui, Benjamin. Non, juste une parenthèse, c'est un peu relou, mais Steve Stricker il est du Wisconsin et la prochaine Ryder Cup sera dans le Wisconsin, c'était juste. Donc ça peut être un indice voilà, c'était juste une petite parenthèse, favori. Alors on parlait justement de Padraig Harrington, Lee Westwood et Thomas Bjorn qui ont été associés tous les trois pour jouer le British Masters, les 2 premiers tours. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, c'est exactement, et joli draw exactement aussi avec Thomas Bjorn et cette fameuse paire Mollywood, Fleetwood et Thomas Bjorn, Torbjörn Olesen. Oui, Torbjörn Olesen, ce que je non, dis. vous avez dit Thomas Bjorn. Ouais, Torbjörn Olesen, alors vous suivez Arnaud, c'est très bien. Très copain avec donc Tommy Fleetwood et Francesco Molinari, donc les organisateurs du British Masters qui surfent sur cette vague Ryder. Ce serait dommage de s'en priver. Le British Masters, à le retour aux affaires, c'est faites la moue, Benjamin. Tu sais quoi, très objectivement. On s'en fiche? Non, on s'en fiche pas évidemment, mais. C'est le gueule de bois. Qu'est-ce que c'est dur de repartir sur la saison régulière, voilà. De toute façon, elle est quasiment finie. C'est pour ça qu'on s'y intéresse quand même. Weltoni, c'est super. Voilà, Justin Rose qui est l'hôte de ce tournoi, et je trouve ça assez cool, le côté hôte qui tourne entre les stars anglaises. Mais vraiment, t'as envie de t'intéresser après avoir vécu cette Ryder Cup, t'intéresser à ça. Alors, de toute façon, on est bien obligé. En plus, il y a quand même des gros enjeux. Il y a Adrien Sadier qui rentre de justesse dans le champ. Voilà, il y a pas mal de
de Français qui essayent de sauver leur carte et il reste plus beaucoup de tournois. Il reste 2 tournois. Ouais, Voilà, ça, donc, et puis ça, il y a ce côté un peu, c'est triste à dire, mais c'est un peu déprimant aussi. Ça, ce côté un peu, voilà, oh là là, tout le monde se galère à sauver la carte. Il y a de moins en moins de Français, ils galèrent. C'est compliqué de trouver la locomotive depuis la victoire d'Alex. C'est un peu, voilà, bon, évidemment, il y a Mike qui a toqué au portillon, mais voilà. Alors, petit point classement d'ailleurs. Un peu, quoi. On est jeudi et là, Michael Lorenzo Vera a fini sa partie, son premier tour. Il est 3ème pour l'instant avec une jolie carte de -4. Et Clément Sordet aussi. Ils sont sur le parcours. -3, non, Michael Lorenzo Vera vient de terminer. Oui, non, mais donc pour 3ème, il sera peut-être pas 3ème ce soir. Effectivement, vous jouez avec les mots, Arnaud. Non, c'est pas bref, c'est jeudi. Bref. Allez. Mais compliqué de se. Je sais pas, moi, ma perso, alors c'est mon avis perso, j'ai vraiment du mal à repartir du golf national, à oublier ces grandes tribunes, à oublier ces moments dingues, ces tribunes qui se répondent, cette ferveur. Moi, ce dont j'ai le plus de mal, c'est ces Américains et tous leurs supporters, et Dieu sait qu'on apprécie Sébastien Audou, mais voilà, qui nous ternissent un peu notre joie en disant que les Américains. Mais laissez-les où ils sont, les Américains, Arnaud. Et qui s'en moquent. Ouais, non, mais pour gagner, enfin, la victoire en sport n'a de l'importance que si l'autre en face y attache aussi de l'importance. Et c'est sûr que si les Américains ils s'en désintéressent un peu, bon, c'est moins. Ce parcours était fabuleux, on l'a dit, mais ça aurait été encore mieux si les meilleurs joueurs du monde avaient vraiment joué comme les meilleurs joueurs du monde. Alors justement, on parle de joueurs américains. Brooks Koepka qui a été élu joueur de l'année. Logique, prix anecdotique, on s'en fout un peu de ce prix de joueur de l'année. Quand on plante 2 majeurs, on a le titre de joueur de l'année. Je crois que Woods l'annonçait depuis l'USPGA. D'ailleurs, on vous recommande une petite vidéo assez marrante, assez gênante, comme vous voulez, entre Johnston et Koepka, Johnson qui a été joueur de l'année l'année dernière, qui remet le prix à son pote Brooks Koepka. C'est fait pour faire oublier leur soi-disant ou leur altercation d'ailleurs, parce que c'est pas leur soi-disant. Assez croustillante cette vidéo. Et en fait, plus que la faire oublier, ça renforce l'idée qu'il s'est passé quelque chose et que si c'était rien passé, on n'est pas sûr que Dustin Johnson serait venu remettre ce prix. Allez, un mot avant de terminer, messieurs, sur un tournoi qui se déroule en France, et oui, au golf de la Boulie. Arnaud, vous étiez hier, cette Paris Legend sur le Senior Tour, le Stage Tour, comme on dit. Ce Paris Legend où on peut voir des super joueurs, non ? Vous avez joué le Pro-Am hier, vous avez eu la chance. Comment ça s'est passé, Arnaud, le Pro-Am hier ? C'était bien ? Ça s'est très bien passé. Vous avez fait des birdies ? J'ai fait, je crois pas, même pas. Non, pas assez en tout cas. Et non, mais c'est un super endroit, la Boulie. Normalement, ils sont au Golf National pour jouer cette épreuve. Là, en raison d'une petite épreuve qui s'est terminée la semaine dernière, il y a un peu de travaux au Golf National, donc ils ne pouvaient pas jouer là-bas. Donc ils se sont rabattus sur le golf de la Boulie. Apparemment, les seniors trouvent le parcours un peu physique. C'est le parcours de la vallée, effectivement, pendant 18 trous, on monte et on descend. Forcément. La colline de. Là, on parlait de déprime avec le British Masters. Là, on est vraiment dans la dépression. Là. Arrêtez, Benjamin, on peut voir des super joueurs. Non, oui, au British Masters, oui. Non, mais c'est une épreuve senior, mais c'est une bonne ambiance et les joueurs sont super sympas. Donc, on peut voir notamment Jean Vandevel. Et la Boulie est un super endroit. Et on aurait pu voir Thomas Levé, mais malheureusement, Thomas Levé s'est blessé aux côtes, c'est ça, Arnaud ? Oui, apparemment, une côte fêlée. Et voilà. C'est dommage pour Thomas. C'était son golf où il a commencé. Il a même pas sauté dans l'eau. Ça aurait pu être une belle histoire. Thomas. Ça aurait été sympa. Il a commencé sa carrière la semaine dernière. Allez, on enchaîne, Jean-Philippe. Allez, avant de terminer, un petit pari. Vous aimez le British Masters, Benjamin ? Un petit pari sur le vainqueur de ce British Masters. Vous bougez sur votre chaise ? Non, moi je suis pas très bon en statistiques et en paris. Non, en Paris. En stats, t'es bon. Il y a des. Et les Américains, t'as quand même 2-3 stats qui sont sortis dans les ta vie, Américains, c'était pas dégueulasse. Les Américains vont mettre une grosse branlée en Ryder Cup aux Européens, Benjamin. Pas de petit pari, messieurs. Vous séchez là-dessus. Je soupire de. Moi, je suis encore dans ma tribune du national. Je suis désolé, j'arrive pas. Et Deep Peprel a l'air en forme en tout cas, donc ce sera pas. Et il paraît la prochaine couve de Jean-Aldi Golf. Et là, c'est une exclue. Quoi ? Comment ? Arnaud l'a rencontré. Quoi ? Ça sera à découvrir dans le prochain numéro, on vous le dit en exclusivité du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut Jean-Philippe. Journal du Golf, le podcast. Le podcast de la déprime.